Salut, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et je suis saisonnier ici en Camargue. Je passe mes journées à réparer des clôtures qui n'en ont pas toujours besoin. Et c'est en tombant du cheval le plus docile de toute la région que j'ai compris que la vérité ne se trouve pas dans les mots, mais dans le sol qui vous accueille brutalement. Mais laissez-moi commencer par le début, par la chaleur de cet été-là, quand je n'étais encore qu'un mensonge ambulant. Ma chambre louée au Sainte-Marie de la Mer sentait le sel et la poussière. Le soir, assis sur le lit qui grinçait, je passais un chiffon sur mes bottes de travail, déjà usées. Le cuir était raide et sec, comme la terre craquelée des marais qui s'étendaient à perte de vue. Dehors, le cri lointain des flamants roses me rappelait constamment que je n'étais pas d'ici. Je frottais plus fort, comme pour effacer la fine couche de poussière rouge qui s'y était incrustée. La journée commençait avant le soleil. Je chargeais des sacs de grains pour un petit éleveur, mes mains de citadin devenant rêches et pleines d'ampoules. Le travail était simple, répétitif. Je réparais une barrière, déplaçais une mangeoire, nettoyais une écurie. Chaque geste était une ligne que j'ajoutais à mon personnage. Le soir, je sentais une brûlure dans des muscles dont j'ignorais l'existence, et je m'endormais avant même d'avoir eu le temps de penser, le corps lourd et l'esprit vide. Mais la nuit, l'imposture revenait. Sous le matelas, un carnet noir. J'y notais des bribes de conversation, la façon dont un vieux gardien tenait ses rênes, la couleur du ciel au crépuscule. Je traçais des mots sur le papier avec un stylo qui semblait déplacé ici, puis je les barrais, dégoûté. Ces mots sonnaient faux, comme moi. Je finissais par refermer le carnet et le glisser à nouveau dans l'obscurité, là où il devait être. Paris me semblait être une autre vie. Je me souvenais du poids d'une lettre de refus dans ma main, des mots polis qui disaient que mon premier livre manquait d'âme. Alors j'étais venu ici chercher quelque chose de vrai. Je faisais tourner mon verre d'eau sur la table en bois brut, regardant une goutte de condensation tracer un chemin sinueux sur le verre avant de s'écraser sur la nappe en papier. C'était ça, mon plan, suivre le chemin de quelqu'un d'autre. La fête votive du village a tout changé. Des guirlandes lumineuses étaient tendues entre les platanes, et l'air était épais de l'odeur des grillades et du son d'une guitare gitane. Je me suis acheté une bière, la bouteille glacée collant à ma paume moite. Je me suis adossé à un mur de pierre, observant les familles, les rires, les regards. Je n'étais qu'une silhouette dans l'ombre, un spectateur essayant de mémoriser ses répliques avant de monter sur scène. Un groupe de saisonniers m'a interpellé. Pour me faire accepter, j'ai bu une autre bière, puis une autre. Le liquide ambré a délié ma langue. J'ai commencé à raconter des histoires, des versions améliorées de ma courte expérience. Je me suis surpris à faire de grands gestes avec ma bouteille, à prendre un accent que je n'avais pas, à me sentir plus grand. Le rire des autres m'a encouragé à en faire encore plus, à creuser mon propre trou un peu plus profond. Puis l'un d'eux a parlé d'un cheval difficile, à la manade de Viale, et les mots sont sortis de ma bouche, stupides et arrogants. Le débourrage, c'est une question de volonté. Si le cheval sent que tu n'as pas peur, il cède. J'ai bombé le torse en disant ça, mes doigts crispés sur le verre froid. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi, et pendant une seconde, j'ai cru qu'ils m'avaient cru. Une seconde de pure et idiote satisfaction. Le silence est tombé. Une femme était là, adossée à un arbre, les bras croisés sur sa poitrine. Je ne l'avais pas remarqué. Elle portait une simple chemise et un jean usé. Son regard noisette me fixait sans ciller. J'ai vu ses mains, posées sur ses bras, des mains fortes, habituées à tenir autre chose qu'un verre. Mon discours s'est éteint dans ma gorge, les mots restant coincés quelque part derrière mes dents. Sa voix était calme, mais elle a traversé le brouhaha de la fête comme une lame. Prouve-le. Le mot a flotté dans l'air chaud du soir. Elle a fait un pas en avant, sortant de l'ombre du platane. Un sourire a étiré le coin de ses lèvres, mais il n'a pas atteint ses yeux. En commençant par moi, ce n'était pas une question, c'était un poids qui venait de se poser sur mes épaules. J'ai senti la chaleur me quitter le visage. Personne n'a ri. Le petit cercle de saisonniers s'est écarté, me laissant seul face à elle. Je n'ai réussi qu'à hocher la tête, incapable de former un mot cohérent. Un « d'accord » a fini par sortir, un son rauque et faible. Elle a incliné la tête comme pour sceller un contrat, puis a tourné les talons et a disparu dans la foule aussi silencieusement qu'elle était apparue. Je suis resté là, ma bouteille à moitié vide à la main,
le regard fixé sur le vide. La fête a continué autour de moi, mais je n'entendais plus rien. Son défi résonnait dans ma tête. On m'a dit son nom, Manon Vial, et le nom de sa propriété, la manade du saule pleureur. Je savais ce que je devais faire le lendemain. En rentrant dans ma chambre, j'ai donné un coup de pied dans un caillou sur le chemin désert. Le son sec a résonné et c'était le seul son qui correspondait à ce que je ressentais. Le son d'une chute annoncée. Le lendemain, le soleil tapait déjà fort quand j'ai garé la vieille voiture de location devant le portail de la manade du saule pleureur. Le nom était peint en lettres noires délavées sur une planche de bois rongée par le temps. J'ai coupé le moteur et suis resté un moment les mains crispées sur le volant, le plastique chaud et collant sous mes doigts. Le seul bruit était le chant des cigales et le grincement du portail que je poussais, un son de métal rouillé qui a semblé résonner sur des kilomètres. Manon Vial était là, dans un rond de longe, faisant tourner un jeune cheval gris au bout d'une corde. Elle n'a pas tourné la tête quand je suis arrivé, continuant son travail d'un geste calme et précis du poignet. Je me suis arrêté à quelques mètres de la barrière en bois, sentant la poussière de la reine coller à ma gorge sèche. J'ai attendu, les mains maladroitement enfoncées dans mes poches. Le cheval a fini par s'arrêter, la tête basse, et c'est seulement là qu'elle a posé son regard sur moi. « Tu es en retard », a-t-elle dit, sa voix neutre. Elle a enroulé la longe avec une efficacité tranquille. Le soleil, lui, n'attend pas. Elle a fait un signe de tête vers une écurie basse sur la gauche. Il y a un cheval scellé qui t'attend. Il s'appelle Mistral. J'ai hoché la tête, avalant ma salive. J'ai marché vers l'écurie, chaque pas soulevant un petit nuage de poussière, conscient de son regard fixé dans mon dos, un poids tangible entre mes omoplates. Le cheval, Mistral, était vieux. Son poil était presque blanc, et il m'a regardé avec un œil à moitié fermé, mâchonnant paresseusement un brin de foin. Il n'avait rien d'un cheval difficile. J'ai vérifié la sangle, comme je l'avais vu faire, mes doigts glissant sur le cuir usé. J'ai mené la bête docile jusqu'à l'arène. Manon s'était adossée à la barrière, les bras croisés. Elle n'a rien dit. Elle a juste attendu, le menton légèrement relevé. La première chute a été rapide et ridicule. J'ai à peine eu le temps de me mettre en selle que le cheval a fait un pas de côté inattendu. J'ai perdu l'équilibre et me suis retrouvé par terre dans un bruit sourd. La poussière m'a rempli la bouche, un goût de terre et d'humiliation. J'ai entendu le cheval soupirer. J'ai relevé la tête. Manon n'avait pas bougé, mais un coin de sa lèvre était légèrement relevé. Je me suis relevé, j'ai épousseté mon jean et j'ai repris les rênes. La deuxième chute a eu lieu 5 minutes plus tard. J'essayais de le faire trotter. Le mouvement de balancier m'a surpris. Mes mains se sont agrippées à la crinière et je suis tombé sur le côté, cette fois-ci en roulant. Le ciel bleu de Camargue a tournoyé au-dessus de moi pendant 1 seconde. Je suis resté allongé un instant, le souffle coupé, écoutant le bruit des sabots de Mistral qui s'éloignaient tranquillement pour aller brouter une touffe d'herbe sèche au bord de la piste. Si cette histoire commence à avoir un sens pour vous, si vous connaissez ce genre de silence après une chute, alors restez avec moi. Abonnez-vous, laissez un pouce en l'air. Parce que c'est là, dans la poussière, que quelque chose a commencé, même si je ne le savais pas encore. Laissez-moi vous raconter la suite. À la 3e tentative, j'ai tenu 1 minute entière. 1 minute de triomphe précaire. Puis le cheval a simplement baissé la tête pour chasser une mouche et j'ai glissé par-dessus son encolure comme un sac de pommes de terre. J'ai atterri lourdement sur mes pieds, chancelant, avant de m'asseoir dans la poussière. Vaincu. J'ai regardé mes mains tremblantes, couvertes de terre rouge. J'ai attendu les moqueries, l'ordre de partir. Je n'ai même pas osé la regarder. Un bruit de gravier crissant. Elle était entrée dans l'arène. Ses bottes de gardien usées se sont arrêtées juste devant moi. J'ai levé les yeux. Elle me tendait une bouteille d'eau. « Au moins, tu es honnête dans l'échec », a-t-elle dit. Sa voix n'était pas moqueuse. Elle était factuelle, presque douce. J'ai pris la bouteille, mes doigts effleurant les siens. L'eau était tiède, mais elle m'a semblé la meilleure chose que j'ai jamais bue. Les jours suivants, elle a commencé à m'enseigner. Pas à monter, mais à travailler au sol. Elle m'a mis dans les mains une vieille longe de travail en cuir, patinée par des années d'usage. « Tout commence par ça », a-t-elle dit en me montrant comment la tenir ni trop lâche ni trop tendue.
Le cuir était souple et chaud sous mes doigts. Il sentait le cheval et la sueur. Je passais des heures à faire marcher des chevaux en cercle, apprenant à lire leurs oreilles, leur queue. Nos conversations étaient brèves, dictées par le travail. Plus de souplesse dans le poignet, disait-elle en ajustant ma main sur la longe. Regarde ses épaules, pas sa tête. Je la regardais travailler, la façon dont elle posait une main sur l'encolure d'un cheval pour le calmer, le sifflement particulier qu'elle utilisait pour appeler ses chiens. Je notais tout cela dans ma tête, oubliant presque le carnet sous mon matelas. Parfois, nous partagions un café sur la terrasse de la maison, à l'ombre du grand saule. Elle préparait le café dans une vieille cafetière italienne qui crachotait sur le feu. Nous restions assis sur des chaises en fer forgé qui laissaient des marques sur nos jambes, regardant les pâturages s'étendre sous la chaleur. Le silence entre nous n'était pas vide. Il était rempli par le bruit du vent dans les feuilles, le cri lointain d'un oiseau, le tintement de sa cuillère contre sa tasse. Un soir, alors que je réparais une clôture, elle est venue s'accouder à côté de moi. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et violet. « Mon père a construit cette clôture », a-t-elle dit en passant la main sur un poteau en bois fendu. Il disait toujours « Ici, on ne triche pas, ni avec la terre, ni avec les bêtes. » Elle a dit ça en regardant l'horizon, pas moi. Sa main était restée sur le bois un long moment avant qu'elle ne la retire. Les semaines sont devenues 1 mois, puis 2. Ma présence à la manade est devenue une routine. Je n'étais plus le Parisien qui jouait au gardien, j'étais juste Léo, celui qui donnait un coup de main, celui qui apprenait lentement. Je connaissais le grincement de chaque porte de boxe, l'odeur de la sellerie où le cuir graissé se mêlait à la poussière, le goût du sel sur mes lèvres après une journée de travail sous le soleil de Camargue. Un après-midi, le Mistral s'est levé, un vent sec et violent qui faisait claquer les volets et plier les arbres. Nous luttions pour rentrer une bâche qui menaçait de s'envoler. Le vent nous poussait, nous aveuglait. Dans la confusion, nos mains se sont cherchées pour agripper la même corde. Nos doigts se sont emmêlés. Nous nous sommes arrêtés, au milieu du chaos du vent, et nos regards se sont croisés 1 seconde de trop. J'ai été le premier à lâcher, le cœur battant contre mes côtes au rythme du vent. Elle a détourné les yeux, sa mâchoire s'est contractée, et elle a tiré plus fort sur la corde. Nous n'en avons jamais parlé. Mais après ça, quelque chose a changé. Ça faisait 3 mois que je la connaissais. 3 mois que j'apprenais à tenir une simple longe en cuir. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression que la distance entre nous venait de se réduire à rien. L'été s'est étiré, paresseux et lourd, sur les marais. La routine était devenue une seconde peau. Mes mains n'étaient plus celles d'un citadin. La corne avait remplacé les ampoules. Je passais mes après-midi dans la sellerie, réparant un harnais sous le regard silencieux de Manon. L'odeur du cuir, de l'huile et de la poussière était devenue l'odeur de mes journées. Je tirais l'aiguille à travers le cuir épais, un geste que j'avais appris à maîtriser, lent et précis. Nos matins commencèrent de la même manière. 2 tasses de café fumant sur la table en bois de la terrasse, avant même que le soleil ne soit trop haut. Elle remuait le sien. Le tintement de la cuillère contre la céramique était le seul son pendant de longues minutes. Je la regardais faire, observant la façon dont la lumière matinale attrapait un fil d'argent dans ses cheveux bruns. Je tenais ma tasse entre mes mains, sentant la chaleur se diffuser dans mes paumes, attendant qu'elle parle la première. Le travail ensemble était devenu une sorte de danse silencieuse. Dans l'écurie, je savais quel outil elle allait demander avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Je lui tendais un marteau, nos doigts se frôlaient. Je sentais la rugosité de sa peau contre la mienne, un contact bref, utilitaire, mais qui laissait une trace bien après qu'elle se soit retirée. Puis je retournais à ma tâche, le bruit de mon propre cœur un peu trop fort à mes oreilles. Un jour, en réparant un vieux portail, elle a posé sa main sur un poteau usé par les intempéries. Ses doigts ont suivi les fissures du bois. « Mon père disait que le bois a une mémoire », a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. Qu'il se souvient du soleil, de la pluie et des mains qui l'ont touché. Son regard était perdu au loin, fixé sur les chevaux qui paissaient dans le champ voisin. Je me suis arrêté de marteler. Le clou était à moitié enfoncé dans le bois. J'ai laissé le marteau pendre le long de ma jambe, le poids de l'outil soudainement très lourd. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé sa main sur le poteau. Une main forte, et pourtant si douce sur le vieux bois. J'ai attendu.
respirant l'odeur de la terre sèche et de l'herbe coupée, lui laissant l'espace pour continuer ou se taire. Un soir, je l'ai trouvée dans le bureau, penchée sur une pile de papier, à la lueur d'une simple lampe. Elle ne lisait pas. Elle traçait des cercles invisibles sur un relevé bancaire avec son index, encore et encore. Son front était plissé. J'ai vu la tension dans la ligne de sa mâchoire, une dureté que je ne lui voyais jamais avec les chevaux. Je suis resté sur le seuil, mes bottes soudainement bruyantes sur le plancher. Je n'ai pas demandé ce qui n'allait pas. Je suis allé à la cuisine, j'ai sorti une vieille bouteille de vin rouge de l'armoire et j'ai versé 2 verres. Je suis revenu et j'ai posé un verre à côté de sa main sans un mot. Elle a levé les yeux vers moi, surprise. Ses yeux noisettes semblaient plus sombres sous la lumière artificielle. Elle a hoché la tête, un geste minuscule, et a pris le verre. La vieille longe de travail en cuir, celle de son père, commençait à s'effilocher près de la boucle en métal. Je l'ai remarqué un après-midi alors que je l'enroulais. J'ai passé mon pouce sur la partie usée, sentant les fibres du cuir se défaire. C'était un petit détail, une usure normale, mais l'idée que ce lien puisse se rompre m'a serré la poitrine. J'ai glissé la longe dans ma poche arrière. Plus tard, assis sur les marches de la sellerie, je l'ai sortie. Avec mon couteau de poche et un peu de fil poissé que j'avais trouvé, j'ai commencé à la réparer. C'était un travail minutieux. Je cousais le cuir, point par point, en essayant de rendre la couture aussi solide et discrète que possible. Le soleil se couchait et je travaillais à la lumière déclinante, concentré sur ce simple acte de réparation. Quand elle m'a trouvé, la nuit était presque tombée. Elle s'est approchée sans bruit. « C'était la sienne », a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas eu besoin de demander de qui elle parlait. Sa voix était basse, chargée d'une émotion que je n'avais jamais entendue. J'ai levé les yeux de mon travail. Dans la pénombre, son visage était une esquisse de force et de tristesse. J'ai simplement hoché la tête et j'ai fait le dernier nœud. Nous avons travaillé tard dans l'écurie une nuit, veillant une jument sur le point de mettre bas. La seule lumière venait d'un projecteur de chantier qui jetait de longues ombres mouvantes sur les murs en bois. L'air était lourd de l'odeur du foin, de la paille propre et de la tente. Nous étions assis sur des bottes de foin, parlant à voix basse pour ne pas déranger l'animal. La jument s'est agitée. Nous nous sommes levés d'un même mouvement et nous nous sommes penchés sur la porte du box. Dans l'espace étroit, mon épaule a pressé la sienne. Je n'ai pas bougé. J'ai senti la chaleur de son corps contre le mien, une présence solide et vivante. J'ai tourné la tête pour lui dire quelque chose et mon souffle s'est bloqué. Son visage n'était qu'à quelques centimètres du mien, ses yeux fixés sur les miens dans la lumière dorée. Un voisin, un vieil éleveur du coin, est passé un matin. Il m'a regardé de haut en bas, un sourire en coin. « Alors, Manon, ton artiste parisien joue toujours au gardien », a-t-il lancé. J'ai senti le sang me monter aux joues. J'ai serré le manche de la fourche que je tenais. Manon s'est redressée. « Léo travaille plus dur que n'importe lequel de tes saisonniers, Marcel », a-t-elle répondu, sa voix tranchante comme du verre. Après son départ, un silence s'est installé entre nous. Le mot « artiste » flottait dans l'air, lourd de mon mensonge. J'ai recommencé à charger le fumier dans la brouette, mes gestes plus brusques, plus rapides que nécessaire. Je ne l'ai pas regardée, mais je la sentais, immobile, son regard posé sur mon dos. Chaque pelletée de paille souillée me semblait être une pelletée de terre sur quelque chose de fragile que nous avions construit. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée. Une enveloppe avec un en-tête officiel. Je l'ai vue la prendre dans la boîte aux lettres et j'ai remarqué comment la ligne de ses lèvres s'est durcie. Elle l'a ouverte avec un doigt tremblant. Elle est restée là, au milieu du chemin de terre, à lire le papier, son visage devenant de plus en plus pâle sous le soleil de midi. Elle n'a rien dit. Elle a plié la lettre, l'a mise dans sa poche et est partie marcher vers les pâturages. Elle s'est arrêtée près de la clôture la plus éloignée, le dos tourné à la maison. Elle a posé ses mains sur le rail supérieur, ses jointures devenant blanches. Elle est restée comme ça un long moment, une silhouette solitaire face à l'immensité de sa terre. Je l'observais de la terrasse, un sentiment d'impuissance me rongeant. J'ai fini par la rejoindre. Je me suis arrêté à quelques pas, m'adossant au même poteau qu'elle, sans la toucher. Nous avons regardé les chevaux ensemble, en silence.
Le vent faisait onduler l'herbe haute comme une mer verte. Je sentais la tension qui émanait d'elle, une vibration presque physique. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste attendu, ma présence étant la seule chose que je pouvais offrir. « Ils veulent tout prendre », a-t-elle finalement lâché, sa voix rauque. « La banque, les dettes de mon père. » Elle a donné un petit coup de poing sur le bois. « Cette terre, c'est tout ce qui reste de lui. C'est tout ce que je suis. » Une larme a roulé sur sa joue couverte de poussière, et elle l'a essuyée d'un revers de main rageur, comme si c'était une faiblesse intolérable. Ce soir-là, après une journée de travail écrasante, nous étions assis sur les marches de la terrasse. La colère et la peur de l'après-midi s'étaient dissipées, laissant place à une fatigue paisible. Le ciel était d'un violet profond, parsemé des premières étoiles. Un moustique a tournoyé près de sa tempe. J'ai levé la main et je l'ai chassé d'un geste lent, mes doigts effleurant presque sa peau. Elle a fermé les yeux un instant. Je me sentais à ma place, pour la première fois depuis des années. Un sentiment de calme profond. J'ai glissé la main dans la poche de ma veste, cherchant mes clés. Mes doigts ont heurté le coin cartonné de mon carnet noir. Le mensonge. Mon cœur a raté un battement. J'ai retiré ma main vide et je l'ai regardée. Elle souriait légèrement, le regard perdu dans les étoiles. Et j'ai su que ce moment parfait était construit sur du sable. Le carnet noir était resté dans la poche de ma veste, que j'avais laissé sur le dossier d'une chaise. Je suis rentré chercher un verre d'eau et quand je suis revenu sur la terrasse, elle le tenait. Pas ouvert, juste dans sa main. Toute la détente de son corps avait disparu. Elle se tenait droite, les épaules rigides, son regard fixé sur la couverture anonyme comme si c'était un serpent. Je me suis arrêté sur le seuil, le verre d'eau à moitié plein dans ma main. Ses doigts ont ouvert le carnet. Un simple mouvement du pouce. Le bruit des pages qui tournaient a semblé assourdissant dans le silence du crépuscule. Je voyais mon écriture, mes notes sur le mouvement d'un cheval, sur la couleur du ciel, sur la façon dont elle plissait les yeux face au soleil. Elle n'a pas lu à voix haute. Elle a simplement absorbé les mots, son visage se fermant un peu plus à chaque page. Puis, elle a refermé le carnet d'un coup sec. « Un livre ?» Sa voix était à peine un murmure, mais elle était tranchante. Elle a jeté le carnet par terre entre nous. Il a atterri dans la poussière, ouvert sur une page où j'avais essayé de décrire ses mains. J'ai regardé les mots, sales et exposés. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Le goût de la terre et du mensonge était tout ce que je pouvais sentir. Elle a croisé les bras sur sa poitrine, une barrière infranchissable. « Vous êtes tous les mêmes. Vous venez ici, vous prenez des photos, vous prenez des notes. Vous voulez un morceau de quelque chose de vrai parce que vous n'avez rien de tel en vous. » Chaque mot était un coup. J'ai reculé d'un pas, heurtant le montant de la porte. Mon verre d'eau a tremblé, le liquide a débordé sur ma main. « Manon, ce n'est pas. » J'ai commencé, mais ma propre voix sonnait fausse à mes oreilles. Elle a secoué la tête, un mouvement lent et définitif qui a mis fin à toutes mes excuses avant même qu'elles ne soient formées. Je ne veux pas de tes histoires, Léo, ni dans tes pages, ni dans ma vie. Elle a pointé un doigt vers le chemin de terre qui menait au portail. Un geste simple, sans appel. Pars. Le mot est resté suspendu dans l'air lourd du soir. Elle n'a pas attendu ma réponse. Elle m'a tourné le dos, est rentrée dans la maison et la porte moustiquaire a claqué derrière elle. Le bruit a résonné dans le silence. Je suis resté là un long moment, puis je me suis penché, j'ai ramassé le carnet dans la poussière et je suis parti sans me retourner. Les 2 semaines suivantes, ma chambre au Sainte-Marie de la Mer est devenue une prison. L'odeur de sel me donnait la nausée. Je m'asseyais devant mon ordinateur, le carnet posé à côté. J'essayais d'écrire, de transformer tout ça en quelque chose. Mais l'écran restait blanc. Je tapais une phrase, la lisais et la supprimais. Le curseur clignotait, moqueur. Je finissais par repousser l'ordinateur et fixer le mur. Le travail à la manade me manquait. Pas l'écriture, le travail. Le poids d'une fourche dans mes mains, l'odeur du foin, le bruit des chevaux qui mâchent dans le silence de l'écurie. Je passais mes journées à marcher le long de la plage, donnant des coups de pied dans les coquillages, les mains vides et inutiles dans mes poches. Le bruit des vagues ne couvrait pas le silence qui s'était installé en moi. Un soir, je n'ai pas pu résister.
J'ai pris la voiture et j'ai roulé jusqu'au chemin qui menait à la manade. Je me suis garé à distance, le moteur coupé. Le soleil se couchait. Dans le rond de longe, un objet gisait dans la poussière près de la clôture. La vieille longe de travail en cuir, celle de son père. Abandonnée. J'ai posé ma main sur la poignée de la portière, mais je n'ai pas pu sortir. Je suis resté là, à la regarder, un lien brisé. Cette nuit-là, j'ai su ce que je devais faire. J'ai pris le carnet noir et un vieux seau en métal. Derrière ma chambre, dans le sable, j'ai allumé un feu. Page par page, j'ai nourri les flammes avec mes mots, mes observations, mes mensonges. La fumée piquait mes yeux. Quand la dernière page s'est transformée en cendre noire, j'ai essuyé mes mains sur mon jean. Le livre avait disparu. Il ne restait que la vérité. Je devais y retourner. Le lendemain matin, je n'ai pas attendu le lever du soleil. La route vers la manade semblait plus courte, plus directe. Chaque virage m'était familier. J'ai garé la voiture près du portail, le bruit du moteur s'éteignant dans le calme de l'aube. En sortant, j'ai senti le gravier crisser sous mes bottes. Mes mains étaient moites, je les ai essuyées sur mon jean avant de pousser le portail qui a gémi comme une vieille plainte. Je suis allé directement au rond de longe. La poussière était encore humide de la rosée nocturne. Et elle était là, exactement où je l'avais vue la veille, abandonnée près de la clôture. La vieille longe de travail en cuir. Je suis entré dans l'arène, je me suis accroupi et je l'ai ramassé. Le cuir était froid et rigide. Je l'ai passé sur la cuisse de mon pantalon pour enlever la terre, un geste lent et délibéré. Je l'ai vue près des écuries. Elle brossait un cheval, le dos tourné vers moi. Le rythme régulier de la brosse s'est arrêté net quand mes pas se sont fait entendre. J'ai vu ses épaules se raidir sous sa chemise. Elle n'a pas bougé pendant un long moment, continuant de fixer l'encolure de l'animal. Je me suis arrêté à une dizaine de mètres, le silence entre nous n'étant brisé que par le souffle du cheval. La longe pendait dans ma main. J'ai fait quelques pas de plus, jusqu'à ce que je sois assez près pour qu'elle m'entende si je parlais bas. J'ai tendu l'objet vers elle. « Tu as oublié ça », ai-je dit, ma voix plus rauque que je ne le pensais. Elle a lentement tourné la tête, puis tout son corps. Son visage était une toile vierge, impossible à déchiffrer. Ses yeux noisettes se sont posés sur la longe, puis sur moi. Elle n'a pas fait un geste pour la prendre. Son regard était dur. « Je n'ai rien oublié, Léo. Pars !» Chaque mot était prononcé distinctement, sans colère, mais avec une finalité qui m'a glacé. Je suis resté immobile, le bras tendu, la lanière de cuir se balançant légèrement entre nous. Le cheval a secoué la tête, faisant teinter son mors, et le son a semblé incroyablement fort. J'ai finalement baissé le bras. J'ai regardé la longe dans ma main, puis j'ai relevé les yeux vers elle. J'ai commencé par un mensonge, Manon. Mais tout ce que je ressens pour toi, maintenant, est vrai. J'ai prononcé les mots lentement, en la regardant droit dans les yeux. J'ai posé la longe sur le haut de la barrière entre nous. Je n'avais plus rien à cacher, plus rien à perdre. Elle a croisé les bras sur sa poitrine, recréant cette distance que j'avais mis des mois à franchir. Cette terre n'est pas ta lutte. Tu es jeune, tu as une vie à Paris, des livres à écrire. Tu n'as pas signé pour ça. Son regard a balayé les champs, les clôtures à réparer, le poids de tout cela visible dans la tension de sa mâchoire. C'était sa façon de me protéger et de se protéger elle-même. J'ai fait un pas en avant, m'appuyant sur la même barrière qu'elle. Et si c'était mon choix, si ma vie c'était ça, être ici? J'ai hésité, puis j'ai ajouté, ma voix à peine un murmure, avec toi. Mes doigts ont effleuré le bois usé du poteau, juste à côté de l'endroit où j'avais posé la longe. Le soleil commençait à chauffer ma nuque, et j'ai attendu sa réponse. Son visage s'est adouci une seconde, une fissure dans l'armure, avant de se refermer. Sans un mot, elle s'est détournée et a marché d'un pas décidé vers un enclos isolé. Je l'ai suivie. Un cheval noir, plus grand et plus musclé que les autres, nous a regardés approcher, ses naseaux frémissants. « Lui, c'est Tornade », a-t-elle dit. Personne n'a jamais tenu sur son dos. Elle s'est tournée vers moi, et j'ai vu le défi renaître dans ses yeux. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus un jeu. Tu veux me prouver quelque chose? Alors prouve-moi que tu n'abandonnes pas.
Ce n'était pas une question sur ma capacité à monter, mais sur ma capacité à rester. J'ai hoché la tête, j'ai enlevé ma veste et je l'ai jetée sur la clôture. Je me suis approché de Tornade avec une lenteur infinie, les mains ouvertes et basses. Je lui ai parlé doucement, des mots sans importance, juste le son de ma voix. Il m'a laissé le sceller, ses muscles tressaillant sous mes mains. Manon observait chaque geste, silencieuse. Je sentais son regard dans mon dos, un mélange de doute et d'une chose que je n'osais pas encore nommer. J'ai vérifié la sangle, pris une grande inspiration, et je me suis hissé en selle. Le monde a basculé. Ce ne fut pas une chute, mais une expulsion. 3 secondes de pure fureur, un tourbillon de puissance brute. Puis le sol est venu à ma rencontre, brutalement. Le souffle coupé, je suis resté allongé, le goût de la terre dans la bouche, regardant les nuages défiler dans le ciel bleu. Je n'avais pas honte, j'avais juste essayé. C'était tout ce qui comptait. Une ombre a obscurci le soleil. Manon était là, agenouillée à mes côtés. Sa main s'est posée sur mon épaule, une pression légère mais incroyablement présente. « Ça va ?» a-t-elle demandé, sa voix empreinte d'une inquiétude sincère. J'ai toussé, j'ai hoché la tête et je me suis redressé sur un coude. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Dans ses yeux, je n'ai vu que de la clarté. Elle m'a aidé à me relever. La poussière recouvrait mes vêtements, mes cheveux, mon visage. « Ce n'est pas le temps qui m'a convaincu », a-t-elle dit doucement, enlevant une brindille de ma joue avec son pouce. « C'est le fait que tu aies essayé, en sachant que tu allais tomber. » Son geste était tendre, presque hésitant. Nous sommes restés là, au milieu de l'enclos, et pour la première fois, la terre sous mes pieds m'a semblé être la mienne. 6 mois ont passé depuis ce jour-là, depuis la poussière et la chute. Le soleil filtre à peine par la fenêtre de la chambre, mais je suis déjà debout. Je prépare le café, le bruit de la cafetière italienne est maintenant le son qui commence nos journées. Manon arrive, ses cheveux encore en désordre, et passe derrière moi. Sa main se pose sur mon dos, juste là où j'ai encore une petite douleur quand le temps est humide, souvenir de Tornade. Elle prend la tasse que je lui tends, nos doigts se frôlent sans que personne ne recule. Plus tard, dans le pré, nous réparons la même clôture où elle m'avait parlé de son père. Cette fois, nous travaillons en silence, un ballet de gestes coordonnés. Je lui passe un clou, elle le tient en place pendant que je frappe avec le marteau. Le rythme est régulier, presque apaisant. Quand nous avons fini, elle s'essuie le front avec le dos de la main, me laissant une trace de terre sur la joue en passant à côté de moi, un geste distrait et familier qui ne nous fait plus nous arrêter. En graissant une selle dans la pénombre de la sellerie, je regarde mes mains. Elles ne sont plus celles de l'homme qui est arrivé ici. Les cicatrices et la corne racontent une histoire différente, une histoire écrite avec du cuir et de la terre, pas avec de l'encre. Je me souviens du garçon maladroit qui est tombé de Mistral, et il me semble être quelqu'un d'autre, un personnage d'un livre que j'ai lu il y a très longtemps et que j'ai presque oublié. Je resserre une lanière, le geste est devenu automatique. Les lettres de la banque arrivent encore. Un soir, je la trouve penchée sur la table de la cuisine, entourée de factures. Mais cette fois, elle n'est pas seule. Je m'assieds en face d'elle, je prends un stylo et je commence à faire des calculs sur une feuille de papier. Elle ne dit rien, mais sa main quitte les papiers pour venir se poser sur la mienne qui tient le stylo. Ses doigts serrent à les miens, une pression silencieuse qui dit que nous y ferons face ensemble, peu importe ce qui est écrit sur ce papier. La vieille longe de travail de son père n'est plus dans l'arène. Elle est accrochée à un clou juste à l'intérieur de la porte d'entrée de la maison. Chaque fois que je passe, je la vois, le cuir sombre et patiné. Parfois, je passe mon pouce sur la réparation que j'y ai faite, ce point maladroit qui tient toujours bon. C'est un rappel silencieux, non pas d'un lien brisé, mais du premier fil que nous avons tissé ensemble, fragile et pourtant assez fort pour tout supporter. Sur la terrasse, le soir, le grincement de la chaise berçante est devenu un son réconfortant. Nous regardons les étoiles apparaître au-dessus des marais. « Tu te souviens du premier soir ?» Je lui demande à voix basse. Elle tourne la tête vers moi, un léger sourire sur les lèvres. Le Parisien qui voulait dompter le monde. Elle ne se moque pas. Sa main trouve la mienne dans l'obscurité et elle la serre. « Tu as fait mieux. Tu as trouvé ta place. »
Un colis est arrivé ce matin. Il est resté sur la table toute la journée. Ce soir, je l'ouvre. C'est mon livre, le premier exemplaire. Il a l'odeur du papier neuf. Je ne l'ouvre pas au premier chapitre, mais à la première page, celle de la dédicace. Je lui tends le livre ouvert sans un mot. Ses yeux lisent les quelques mots imprimés. Pour Manon. Elle ne lève pas les yeux vers moi. Elle pose simplement sa main sur la page, ses doigts couvrant son nom, comme pour le protéger. Je me tiens au bord du rond de Longe, là où tout a commencé, là où je suis tombé tant de fois. Le soleil se couche sur la Camargue, peignant le ciel de couleurs que je n'essaie plus de décrire avec des mots. Je n'ai plus besoin de les capturer. Je regarde la lumière s'éteindre sur les terres de la Manade, notre terre. La dernière page du livre le dit, mais c'est ici, en sentant le vent sur mon visage, que je le sais. Je ne suis jamais reparti, je ne